Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Horizon francophone. Collection dirigée par Stéphania Kubedou-Prou et Victoria Famin. La collection Horizon francophone accueille des ouvrages sur les littératures francophones, en mettant l'accent sur la diversité de la francophonie littéraire. Dans un esprit d'ouverture et de dialogue interdisciplinaire, cette collection propose également des ouvrages portant sur des études comparatistes et des mises en relation avec d'autres formes d'expression artistique. Elle a été créée par l'Association des chercheurs en littérature francophone, ACLF. Comité scientifique. Fatma Agoun Perper. Cécilia Camoin. Claudia Canu-Fautré. Stéphania Kubedou-Prou. Victoria Famin. Tania Manka. Contact courriel@aclf@gmail.com. Déjà paru. Stéphania Kubedou-Prou, Victoria Famin, Fatma Agoun Perper, Cécilia Camoin, Claudia Canu-Fautré, Tania Manka, Lettres francophones en chronotope. Suivi d'un entretien avec Ananda Devi, 2020. Présentation, Philippe Basabose et Josias Semujanga. Issu d'un colloque international organisé en 2015 à Rimouski, au Canada, et intitulé Le récit colonial dans les littératures francophones contemporaines, ce livre tente d'approfondir la problématique entre l'histoire et le roman en reprenant certaines communications que les auteurs ont voulu bien nous proposer pour l'édition de ce volume. Aussi son titre anticipe-t-il de manière plus ou moins directe sur le contenu des chapitres dont la problématique centrale est que les littératures francophones, tout ère et tout genre confondus, convoquent dans une large mesure les histoires du temps de la colonie et posent la question du sens de tels récits dans les communautés contemporaines. Car après les indépendances, la pensée s'est tournée avec la littérature et la critique postcoloniale vers la vie sociale, culturelle et politique dans les pays nouvellement libérés du joug impérial pour envisager et ménager leur place dans le monde. Au lendemain de la fin de la colonisation, écrit Albert Memmi par une conjonction inattendue, ex-colonisés et ex-colonisateurs se rejoignent, pour suggérer que la colonisation fut une idylle, un peu agitée, mais somme toute poétique, après laquelle ces amants intelligents seraient demeurés les meilleurs amis du monde. Il souligne par ailleurs les raisons des apostrophes. Un tel changement de perspective sur un événement aussi destructeur que fut la colonisation. Ainsi, les nécessités de la politique rejoignent une autre aspiration banale des peuples, l'oubli des misères passées, leur transfiguration en mythe rassurant et flatteur. Memmi, page 13. Au début de ce siècle, Achille Mbembe 2000 réoriente la réflexion sur le passé colonial vers d'autres utopies, dont celle de post-colonie, et suggère de repenser le discours anticolonialiste car pour sortir du cul-de-sac fanonien, celui de la circulation et de l'échange généralisé de la mort comme condition de la montée en humanité, il importe d'examiner dans quelle mesure donner la mort à la mort serait en fait le noyau de toute véritable politique de la vie et partant de la liberté. Mbembe, page 17. Comment les littératures francophones de l'époque contemporaine évoquent-elles les récits coloniaux disponibles dans l'imaginaire culturel ? Car manifestement, l'oubli que craignait Memmi serait loin d'effacer le souvenir douloureux des temps anciens. Quelle forme de transmission mémorielle un tel événement peut-il revêtir et quel en est le sens pour les cultures francophones contemporaines en tant que société transculturelle ? Répondre à de telles questions exige une approche critique réarticulant le discours sur le passé et sur le futur pour que ces sociétés puissent tenir sur elles-mêmes et sur le monde une parole crédible. Celle-ci doit penser le passé, ses fonctions et ses usages dans le temps présent. Pour les sociétés postcoloniales, le régime impérial fait-il partie d'une tradition à transmettre au même titre que les valeurs culturelles précoloniales et dans quelles conditions un tel héritage pourrait-il avoir un sens éthique et politique dans la modernité de ces peuples ? Dans quelle mesure un tel legs, qui évoque les souvenirs douloureux et les humiliations subies, pourrait-il avoir un sens éthique pour les communautés africaines, caribéennes et maghrébines contemporaines ? Certes, ce débat sur la mémoire coloniale a toujours eu lieu dans la critique francophone depuis longtemps. Mais le phénomène a pris une ampleur considérable non seulement en littérature, mais également dans le discours social de façon générale ces dernières décennies. Il va sans dire que la vie quotidienne dans les communautés francophones, africaines, caribéennes ou maghrébines,
ne se réduit pas à la seule évocation de la colonisation ou de l'esclavagisme. Elle est animée par ses propres agitations, comme toute vie individuelle ou collective, sous tous les horizons. Cependant, toute réflexion sur l'art et la littérature dans ces pays commande non seulement de penser aux rapports qu'ils ont noués avec l'Occident à travers le commerce triangulaire et la colonisation, mais aussi à la nature de la transmission de ces événements dans les cultures contemporaines. Par ailleurs, lorsque la littérature, en tant que pratique sous-tendue essentiellement par le registre fictionnel, convoque l'histoire coloniale, elle provoque le débat d'ordre épistémologique sur les usages du passé. Débat intéressant dans une large mesure, surtout lorsque les historiens professionnels distinguent les termes mémoire et histoire et voudraient faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui a eu lieu historiquement, et ce qui est usage par les récits de mémoire. Même là aussi aucune unanimité n'existe sur le sujet. L'historien Jean-Louis Triot 1999 rappelle par exemple que la ligne de démarcation entre les deux domaines est ténue, puisque les concepts dominants en histoire tournent principalement autour de la rencontre entre mémoire et histoire, d'une histoire qui, depuis la crise des idéologies globalisantes, se veut plus modeste dans ses ambitions. Il semble suggérer ainsi qu'une relation causale allant dans les deux sens, de la mémoire à l'histoire et vice-versa, serait plus pratique du point de vue épistémologique. Cela d'autant plus que dans les œuvres de fiction, une telle distinction n'est de toute façon d'aucune utilité. Les écrivains savent plus que quiconque, sûrement que raconter c'est, comme le montre Paul Ricoeur, 1984, construire une histoire qui, puisqu'elle est d'emblée un récit, ne fait pas revivre les faits en tant que tels mais les arrange librement pour leur donner un sens, Ricoeur, page 29. Raconter exige en effet un travail méticuleux de tri et de réorganisation des événements retenus pour construire le sens d'un récit à proposer au lecteur, et ne saurait se réduire à la simple relation automatique des faits historiques. Aujourd'hui, les fantômes de la colonie continuent plus que jamais de hanter entre autres les mémoires africaines, caribéennes et maghrébines. Il est ainsi tout à fait légitime que la littérature, tout comme tout autre discours sur la société, en fasse écho. Tel est l'objectif de cet essai, qui entend montrer comment les récits coloniaux font partie de l'imaginaire des écrivains et dans une large mesure, de l'histoire des idées dans les communautés francophones. Sur le plan méthodologique, il s'agit de montrer comme dans chaque récit les images de ce passé, qui sont disséminées ici et là dans les textes comme citations, construisent un sens pour le lecteur contemporain. Cela exige d'analyser leurs diverses manifestations narratives, discursives et sémantiques dans les récits et leur statut axiologique. C'est à ces questions que les chapitres composant notre étude tentent de répondre. Et si les études se regroupent par simple commodité autour des trois régions francophones représentées, l'Afrique, la Caraïbe et le Maghreb, certaines analyses comme celle de Philippe Bazaboz et de Christian Youi traversent les espaces et envisagent ainsi la problématique de façon plus large. Il en est de même de l'article de Mireille Metruong sur l'ancienne Indochine, qui pourrait être perçu comme un singleton dans l'ensemble du volume. Il n'en est rien. Il n'est pas moins rattaché aux autres espaces culturels dès lors qu'il analyse le même phénomène, l'histoire coloniale dans les littératures francophones et son sens politique dans les sociétés contemporaines. Ainsi, la première partie du livre forme un ensemble d'études portant sur le roman africain. Chaque auteur, selon sa propre approche méthodologique, situe son analyse dans le débat critique contemporain sur le rôle de la littérature dans l'espace public. Comment penser les fonctions et usages des récits de ce passé dans l'imaginaire collectif des communautés africaines contemporaines? Ce débat est d'abord ouvert, à partir des romans de Monet Nembo, Le roi de Kaël et le terroriste noir, par Josias Semujanga et Adama Coulibaly, qui analysent, chacun à sa façon, comment l'histoire coloniale est réécrite par la narration romanesque de l'écrivain guinéen. En évoquant ces moments de rencontre où la collaboration entre l'africain et le français n'est pas sous-tendue par la domination, ces romans révèlent ce pan de l'histoire coloniale passé sous silence par les discours colonialistes et anticolonialistes. Ils ouvrent le débat sur la mémoire coloniale partagée entre l'Afrique et l'empire colonial. Adama Togola élargit la discussion en interrogeant la fonction des figures de la résistance africaine dont Saraounia, reine des Azna, au Niger actuel. Symbole du pouvoir féminin et de la résistance coloniale, Saraounia reste toujours présente dans la mémoire des Nigériens à tel point qu'Abdoulaye Mamani,
à sa sortie de prison, lui consacre en 1980 un roman éponyme, Saraounia, dans lequel ses valeurs sont opposées à la traîtrise de certains rois africains. En jetant le doute sur l'histoire institutionnelle, le roman parodie les discours HE accent aigu GE accent aigu monique, discours colonial et religieux. De son côté, Kojo Atikpoe engage le débat sur l'époque coloniale à partir des romans d'enfants, pour montrer comment la littérature contribue à enrichir la mémoire du passé pour former la conscience historique du temps présent. Les romanciers Ngugi wa Thiong'o et Meja Mwangi du Kenya décortiquent les blessures de la période coloniale à travers la représentation de l'enfance dans leurs œuvres. Au-delà du règne de la violence coloniale dans le royaume de l'enfance, Atikpoe rappelle l'importance de ces fictions romanesques pour le devoir de mémoire en Afrique contemporaine. Marie-Rose Abomo-Morin examine le phénomène de l'inscription de l'histoire coloniale dans le roman camerounais, en dévoilant comment les procédés intertextuels permettent de souligner le continuum entre écrivains d'époques différentes. En partant de la Hafal, ils ont dit, de Charles Salé, Abomo-Morin étudie les échos que ce récit envoie au roman anticolonial de Mongo Betty et de Ferdinand Oyono. Elle montre que ces romans soulignent la fonction de l'école dans la transmission des figures coloniales dans la modernité africaine. Se basant sur des romans de l'époque coloniale publiés en Afrique, notamment ceux de Félix Couchoro, Laté Lawson-Elu analyse comment certains récits évoquent la vie nationale au Togo et font abstraction de la présence coloniale. La réflexion proposée par Lawson-Elu vise ainsi à présenter certaines des modalités de mise en silence de la colonisation, pour sa meilleure contestation. Cela passe chez Couchoro par la valorisation du nationalisme togolais avant l'indépendance. La deuxième partie du livre regroupe des études sur les méandres du passé, dans le roman caribéen. Chaque auteur aborde à sa manière la tragédie de l'esclavage et sa légalisation lorsqu'en 1685, la France établit le Code noir pour sceller le sort juridique des esclaves des Antilles et de la Guyane, Salamolin, 1987. Des récits de fiction racontent des siècles d'humiliation, d'espoir et de révolte ouverte, comme en Haïti, ou la fuite dans la brèche pour les rebelles marrons. Certes, des personnages de romans ne sont pas des témoins au sens strict. Ils sont néanmoins porteurs de mémoire, légués de génération en génération en tant que figures faisant partie de la tradition à transmettre. Une parole qui ne veut pas mourir comme une lanterne qui éclaire les générations futures. Il existe des ouvrages d'historiens sur ce vaste et terrible sujet. Qu'apporte la littérature de plus sur la connaissance de cette sombre période ? Une fois que l'historien a expliqué comment l'esclavage fut organisé depuis la traque des personnes en Afrique jusqu'à tel bateau conduit par le capitaine untel, à une date donnée et une année précise, le lecteur est submergé par les noms des lieux et des statistiques. Au contraire, la littérature rend vivantes les blessures de cette époque pour les lecteurs contemporains. Quel ouvrage d'histoire égalera la portée dramatique et humaine d'Aminata de Lawrence Hill sur l'indicible de l'esclavagisme ? La littérature rend vivants ces débris d'histoire qui, lorsque le lecteur les lit avec les valeurs de son époque, provoquent une réflexion éthique sur les horreurs dont les humains dans certaines circonstances se montrent capables. Seule la littérature a non seulement la capacité de transmettre la dimension documentaire des événements, mais également de provoquer de l'empathie chez le lecteur vis-à-vis de la souffrance des esclaves. Ainsi Paola Kadedou analyse l'esthétique de la révolte chez Chantal Spitz et la réécriture du mythe colonial, afin de déconstruire les images idylliques érigées par le discours européen sur un fond de barbarie coloniale et esclavagiste. De cette manière, en Polynésie, les tableaux de Paul Gauguin, les romans de Pierre Loti ou encore le film Les Révoltés du Bounty 1962, ont largement contribué à remplacer une culture par ce mythe non seulement dans l'esprit des Occidentaux, mais aussi chez des Polynésiens eux-mêmes. Des œuvres littéraires déconstruisent ainsi ces images bucoliques gommant la cruauté coloniale, pour lutter contre l'oubli de telles humiliations et mieux faire comprendre le présent. De son côté, Sarah Gröning montre, à partir de romans d'Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau et Raphaël Trémaël Confiant, que l'esclave marron historique est irrésistiblement ancré dans la mémoire collective des communautés caribéennes et marque un point de référence important de l'identité collective. Cependant, dans les romans étudiés, la teneur symbolique de l'esclave marron historique est progressivement reconfigurée,
démystifiés et idéologiquement instrumentalisés pour soutenir l'expression d'une profonde résistance antimoderniste dans les communautés contemporaines de cette région. Sur la même lancée, Sarah Hassidi analyse le roman L'Archer du colonel de Raphaël Confiant à partir de la figure de la mosaïque, car selon Lucien Dellenbach, il n'y a rien qui soit un seul bloc dans ce monde, tout y est mosaïque. Hassidi souligne que ce roman se présente comme une mosaïque de discours, de modes de narration, de personnages et de temporalité. Suite à la découverte d'un mystérieux tableau à Paris, le principal protagoniste Amédée de Mauville retourne dans sa Guadeloupe natale. Très vite, son ami, le personnage de l'historien, parvient à identifier l'officier représenté et lui révèle qu'il s'agit du colonel Louis Delgray, célèbre pour avoir lutté contre l'armée napoléonienne qui, au lendemain de la Révolution, rétablit l'esclavage sur les plantations. Au niveau de la narration, la découverte du nom de l'officier, figuré par la peinture, ouvre la voie à la polyphonie attribuant tour à tour la narration à Amédée de Mauville, Louis Delgray et son allié Ignace, ainsi qu'aux personnages de Conteur Bec en Or et Belbougre. Pour Christian Youy et Philippe Bazaboz, la problématique de la mémoire et de l'oubli des événements fondateurs que sont la colonisation et l'esclavage, se manifeste dans la fiction par des procédés intertextuels complexes. Selon Youy, le roman de Patrick Chamoiseau fait clairement référence à Vie et aventures de Robinson Crusoe, un roman considéré comme le prototype de la fiction coloniale. Il en est de même du roman de Monet Nembo, qui propose une parodie du roman colonial. De tels échos intertextuels se transforment-ils en une quête transculturelle, poétique et politique chez ces deux auteurs ? Pour répondre à la question, Philippe Bazaboz s'appuie sur les romans de Maryse Condé, Jean-Marie Gustave Leclésio et Wilfried Nsondé. Les deux critiques s'interrogent sur le sens et les usages de ces images coloniales que ces textes de l'extrême contemporain construisent pour les communautés africaines et caribéennes contemporaines. La troisième partie de ce livre est constituée par des articles portant sur les œuvres francophones du Maghreb et un chapitre sur le roman indo-chinois, œuvre évoquant l'archive coloniale pour les mémoires du temps présent aussi bien dans les communautés de cette région que dans celles de l'ancienne métropole. Ces rapports entre l'histoire et la littérature, qui se manifestent sous diverses formes à travers les œuvres, essentiellement les romans, évoquent le passé colonial en usant également des mécanismes esthétiques propres à la fiction. Car le roman et l'histoire, s'ils partagent le fait qu'ils sont tous les deux les récits sous-tendus par le principe de narration, apparaissent formellement différents. Le roman procède de l'imagination alors que l'histoire suit le chemin inverse dès lorsqu'elle vise l'établissement de la vérité des faits passés, Jablonka 2014. Iqbal Samir Khalifa montre que dans le roman algérien, et surtout les romans de Yasmina Khadra, la narration historique et le discours littéraire usent des mêmes procédés dans l'évocation de l'Algérie coloniale dans l'imaginaire contemporain. C'est sur la même lancée que Fatma Zora Kouchkar-Ferchouli analyse les récits d'Assia Djebar, pour montrer comment la fiction puise dans l'archive coloniale pour raconter les humiliations subies par les Algériens durant l'occupation coloniale française à partir des voix narratives des femmes. Mounia Bellossine décortique comment le récit colonial, qui procède parfois d'une poétique de l'entre-deux cultures, valorise des contacts positifs entre les cultures arabes et françaises. Ainsi, les méandres du discours romanesque sont en écho avec ce passé colonial hantant toujours les mémoires des personnages. Analysant les vestiges du passé colonial dans l'ancienne Indochine, Mireille Metruong évoque un fait particulier concernant la presque disparition de la littérature francophone dans cette région. Elle pose la question de la mémoire coloniale en Indochine chez des écrivains vietnamiens immigrés et qui n'ont jamais connu la colonisation. Poser la question du récit colonial dans ses romans, c'est poser la question de la responsabilité de l'écrivain dans la mémoire collective, insiste-t-elle. C'est peut-être aussi poser la question de la future absence de ce récit dans la prochaine génération, née ailleurs et qui évoque cette mémoire coloniale dans la vie privée de la famille en dehors du cadre actuel de la société vietnamienne, où la francophonie a presque disparu de la vie culturelle du pays. En approfondissant les différents points de vue sur l'époque coloniale dans les littératures contemporaines, les auteurs qui ont participé à cet ouvrage, et chacun selon sa propre approche, s'insurgent contre les idéologies de domination dont recèlent les récits coloniaux. Ils soulignent ainsi la capacité des communautés contemporaines à créer un monde nouveau plus intégratif qu'exclusif,
dans lequel il est possible de penser la vie dans la brèche des séquelles de la colonisation. Car pour accéder à la modernité et dompter les violences inhérentes à l'histoire humaine, les anciens peuples colonisés ont adopté, par la littérature et l'art, entre autres, la stratégie du vaincu utilisant les attributs du vainqueur pour penser une nouvelle communauté, tout en gardant les valeurs de sa propre culture. À ce titre, l'étude s'accorde à sa façon, avec les courants anticoloniaux dont les œuvres font depuis longtemps écho. L'Occident n'a plus moralement le monopole du regard sur le nouveau monde qui se lève. Une telle mémoire romanesque, tout en manifestant inlassablement la hantise de la colonisation, tente de dépasser le piège du jeu de miroir qui s'abîme dans une altérité indépassable et ne peut servir ni au présent ni à l'avenir des communautés francophones contemporaines vivant avec le spectre de l'époque coloniale. Souvent par des procédés de distanciation, ironie, humour, parodie, de ce passé douloureux, le roman montre que le récit colonial et ses différents textes emblématiques peuvent être relus et réécrits à partir d'un autre point de vue. Une telle réécriture, parodique ou ironique, de ce récit colonial atteste en même temps que l'archive coloniale est dorénavant partie prenante de la mémoire de la francophonie littéraire. Mais les œuvres prenant l'histoire coloniale comme matériau pour inspiration s'autorisent à tenir un autre regard très différent sur les événements, comme nous l'avons montré dans une autre étude, 2004. Dans cette double projection, l'histoire et la mémoire représentent à la fois le réel et sa mise à distance par la parodie romanesque et donnent sens au roman en tant que genre. Cet espace transdiscursif est celui de l'écriture romanesque. Autant à l'histoire par la transposition sa substance même en lui refusant sa prétention à énoncer la vérité, le narrateur a donné à la fiction la fonction de proposer un autre sens aux événements. Semujanga, page 38. En ce sens, les auteurs qui ont participé à la réalisation de cet ouvrage souhaitent étudier aussi bien les rapports entre la littérature et l'histoire que la place de ces œuvres dans la vie sociale et culturelle des sociétés postcoloniales francophones. C'est aussi se poser la question de la valeur et de l'usage des récits littéraires dans la vie intellectuelle, en général, et pour le lecteur contemporain en particulier, et dont l'imaginaire est devenu transculturel grâce aux récits du monde entier disponibles et aux moyens de diffusion des objets culturels de notre époque. Bibliographie. Dellenbar, Lucien, Mosaïque, Paris, Seuil 2001. Certeau, Michel, de l'écriture de l'histoire, Paris, Gallimard, 1975. Hill Lawrence, Aminata, Montréal, Pleine Lune 2011. JABLONKA, Yvan, L'histoire est une littérature contemporaine, Manifeste pour les sciences sociales, Paris, Seuil 2014. Mbembe, Achille, de la postcolonie. Essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine, Paris, Cartala, 2000. Mémy, Albert, Anthologie des écrivains du Maghreb, Paris, Présence africaine, 1969. Ricoeur, Paul, Histoire et vérité, Paris, Seuil, 1954. SALAMOLINS, Louis, Le Code Noir, Paris PUF, 1987. SEGINGER, Gisèle Dire, Écrituresse de l'histoire Strasbourg, Presse universitaire de Strasbourg 2005. SEMUJANGA, Josias, La mémoire transculturelle comme fondement du sujet africain chez Mudin Bengal, Tangensen 75-2004, pages 15 à 39. Trio, Jean-Louis. Lieu de mémoire et passé composé, dans Jean-Pierre Chrétien et Jean-Louis Trio Dire, Histoire d'Afrique. Les enjeux de mémoire, Paris Cartala, 1999, pages 9 à 12. Venn, Paul, Comment on écrit l'histoire, Paris, Seuil 1971. Première partie, Fonction et usage de la mémoire coloniale dans le roman africain. Archives coloniales et imaginaire transculturel dans Le Roi de Kael, JOIASSEMUJANGA. Les cultures ne survivent que par l'ouverture à d'autres cultures qui les libèrent de leur tendance au narcissisme collectif, Giambattista Vico Ngal. Le récit colonial dans l'héritage culturel africain. Le régime colonial a laissé de fortes empreintes dans les sociétés postcoloniales, et ces stigmates demeurent encore discibles dans l'imaginaire collectif en Afrique. Ces échos se font entendre de façon variable dans les différents discours politiques, économiques, culturels ou religieux. Un tel imaginaire sur cette époque douloureuse revêt différentes formes de transmission mémorielle dans la culture africaine contemporaine.
Ce qui ouvre la voie à la question de la tradition à transmettre à partir d'une histoire humiliante de la colonisation. Il va sans dire que le débat fait partie de l'histoire de la critique africaine depuis ses débuts. Il insiste sur le fait que toute réflexion sur l'art et la littérature en Afrique commande de penser au rapport que le continent a noué avec l'Occident à travers le commerce triangulaire et la colonisation. C'est à un tel exercice que je voudrais me livrer, en discutant la fonction de la discontinuité dans le temps historique et ses conséquences sur le plan culturel, ainsi que ses rapports avec la notion de modernité africaine et le rôle que la littérature y joue. En m'appuyant sur Le Roi de Kaël, désormais le roi, de Tierno Monenembo, je propose d'analyser comment la littérature débat à travers les genres, les récits et autres types de textes de la question de la tradition à transmettre aux générations futures à partir des événements historiques. Et ce, pour comprendre les trois temps, le passé, le présent et le futur, qui se chevauchent dans les récits que la société tient sur elle-même. De quel régime rhétorique le narrateur de ce roman use-t-il pour penser les méandres de la transmission du double passé précolonial et colonial, comme tradition faisant sens et autorité dans la modernité africaine? Il existe plusieurs façons d'aborder l'œuvre de Monenembo, bien des formes esthétiques et stylistiques susceptibles d'attirer l'attention, mais aucune approche, en particulier pour Le Roi de Kaël, Peul ou L'aîné des orphelins, ne saurait faire l'impasse sur la place centrale qu'occupent les lieux communs discursifs et idéologiques en rapport avec l'archive coloniale où le débat, malgré les voies adoptées, tourne autour de la transmission de la tradition dans la modernité contemporaine. Dans Le Roi de Kaël, Monenembo convoque les images de l'époque coloniale comme figure sans la hargne d'un Mongo Betty ou le ressentiment d'un Césaire. Dans ce roman, le principe explicite du récit repose sur l'effacement de jugement aussi bien de l'auteur que du narrateur de la matière romanesque, la colonisation, pourtant un thème très présent dans l'histoire racontée. On n'entend pas la voix de l'auteur qui aurait chargé son roman de métadiscours et de commentaires sur la colonisation, pour lui conférer ou lui dénier toute autorité dans la tradition à transmettre dans la mémoire du continent. Cette narration impersonnelle de l'auteur qui donne la parole aux différents personnages, mais surtout à Sandoval qui raconte sa propre histoire, les énoncés romanesques sont modalisés et toujours référés à une voix ou à une orientation sémantique particulière, de sorte que le récit est un véritable kaléidoscope de points de vue. Un tel relativisme narratif révélateur d'une polyphonie sociale sur l'histoire coloniale est envisagé sous l'angle du dérisoire. Toutes les positions sur l'histoire coloniale s'équivalent, c'est-à-dire sont également nulles. Monenembo semble être en guerre contre toutes les idéologies, mais particulièrement les lieux communs idéologiques sur l'histoire coloniale. Par une telle déconstruction des discours dominants, qui les présente sous l'angle de simple opinion et non de vérité incontestable, Monenembo élargit le débat sur le rôle du roman dans la modernité africaine. Il est entendu que la notion de modernité se limite ici à la façon dont une société donnée et à une époque donnée pense son avenir et se définit dans sa différence avec des époques précédentes. Souvent le roman convoque, par une rhétorique de la dérision, les discours dominants injonctifs sur les valeurs sociales et esthétiques de ces époques. Une telle modernité est donc conscience d'un changement à travers l'histoire d'une communauté. Si la critique africaine a limité la notion à la diade tradition africaine-modernité occidentale, l'histoire du roman montre qu'il existe plusieurs modernités en Afrique. Ce qui est normal car depuis la colonisation et les changements qu'elle a induits, les sociétés africaines n'ont depuis cessé de changer au contact d'autres cultures du monde. En convoquant les figures de l'époque coloniale, se romantisent de nombreux réseaux de sens sur base d'une convention entre l'auteur et le lecteur sur la valeur accordée à la modernité dans les sociétés africaines du temps présent. Dans ce débat avec les discours dominants, la colonisation civilisatrice et la négritude libératrice, Monenembo pose une autre question ancienne mais toujours déterminante. Qu'est-ce qu'une œuvre moderne? En quoi est-elle singulière? À quelles conditions est-elle possible? En déconstruisant ces deux discours dominants et successifs dans les sociétés africaines contemporaines, discours qui ont chacun constitué une forme de modernité, l'occidentalisation et l'africanisation, le roman Le Roi de Kaël procède d'une autre modernité, la transmodernité ou la transculture. Car chaque modernité se révèle par la façon dont l'art et la littérature élaborent à de nouveaux frais
la singularité des œuvres, avec les discours dominants englobant à la fois le culturel, le social et l'idéologique. Certes, une telle interrogation est en cours depuis les années 1970. Elle consiste à dépasser cette dualité. Mais elle prend un tour nouveau dans le roman de Monet Nembo. Dans Le Roi de Kael, elle y est dépouillée de la hargne métacritique des romans des années 1970, qui tout en déconstruisant le récit colonial et la négritude, accusaient une narration et une énonciation qui manquaient de distance avec le sujet, l'histoire politique du continent. Après la colonisation, en effet, un vaste débat interroge le rôle de la littérature dans l'invention de l'Afrique, au sein de la revue Présence africaine, principalement, comme chez des auteurs aux orientations diverses, comme l'étaient par exemple Senghor et Sembène Ousmane. Le modèle culturel colonial et les fondements même de la civilisation occidentale sont profondément remis en question, comme l'a noté de façon magistrale Aimé Césaire dans Discours sur le colonialisme, 1950. Tout ce débat sur l'art et la littérature africain s'inscrit dans une vaste entreprise de penser la modernité de l'Afrique, c'est-à-dire concevoir la société de l'avenir après le choc de la colonisation. Il révèle l'idée de la modernité que les uns et les autres se font et souhaitent pour le continent. Pour les tenants de la négritude, être moderne sera de privilégier la pureté des arts et répertoires africains. Artistes et écrivains sont appelés à privilégier les formes et les contenus, qui font référence au trésor ancien. Les écrivains proposent les valeurs africaines comme rempart contre l'assimilation culturelle, de telle sorte que tout le processus d'autonomisation de la littérature africaine s'est construit sur base d'une ethnomodernité. Quête d'authenticité africaine en opposition aux pratiques et valeurs occidentales imposées par la colonisation, la négritude propose une ethnomodernité. Être moderne, c'est croire aux valeurs africaines et espérer les recréer dans les œuvres. Des écrivains et artistes noirs sont invités à réinventer l'Afrique précoloniale par le recours aux mythes, comme Tchaka, Samori, la reine de Saba et bien d'autres. À leur manière, les poètes de la négritude ont réinventé le langage et le mythe d'une culture africaine traditionnelle restée intacte malgré la conquête de l'islam, la traite et la colonisation. Cependant, l'ethnomodernité se veut uniquement culturelle et artistique, car elle n'est ni économique ni technologique. C'est ce qu'exprime la Grande Royale dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, qui préconise d'inscrire le futur chef des Dialobé Samba Diallo à l'école européenne afin qu'il apprenne grâce à la technologie à vaincre sans avoir raison. Des années plus tard, l'ethnomodernité artistique et culturelle a été vite dépassée. Elle n'est plus compatible avec les libertés individuelles des artistes et écrivains dont le propre est de créer librement. Elle ne sera pas un modèle durable pour les artistes. Comment trouver l'originalité artistique si l'ethnomodernité suppose la répétition des seuls répertoires traditionnels des cultures précoloniales, alors que l'Afrique évolue rapidement à la mesure du monde contemporain devenu un grand village global? Des écrivains contestent l'ethnomodernité en art et littérature, comme le note Sonny Laboutansi à la publication de son roman Les yeux du volcan, 1988. Mon héros est un fou qui n'a pas de couleur. Africain ou européen, peu importe. Je crois d'ailleurs que nous devons commencer à réfléchir autrement. Jusqu'à présent, nous autres Africains, avons été très archaïques. Les identités ne doivent pas devenir des handicaps. Moi je suis Congo, mais j'ai aussi une capacité d'ouverture sur les autres, la capacité d'accepter les différences. Une toute autre modernité, la transculture comme une forme transmoderne, celle qui traverse toutes les formes de modernité, dans le sens où elle vise les formes artistiques transcendant dans une large mesure à la fois les cultures et les époques, a remplacé l'ethnomodernité, même si des répertoires traditionnels ont continué dans une certaine mesure à nourrir des œuvres africaines. Une modernité africaine qui propose une liberté créatrice des artistes et des écrivains de se reporter aussi bien dans les répertoires culturels territorialement construits, à travers les âges dont la limite serait l'encyclopédie de l'auteur. Cette modernité transculturelle commence avec la publication des romans comme Les Soleils des Indépendances de Nkrumah, 1968, Le Devoir de violence de Wologem, 1968, et L'âge d'or n'est pas pour demain d'Ayikwayarma, 1976, dans lesquels les répertoires culturels africains ne sont plus les seuls modèles pour la création des œuvres.
La transculture comme nouvelle modernité peut se saisir comme un mouvement culturel qui souhaite dépasser l'ethnomodernité, tout en effectuant des passerelles avec les formes artistiques et littéraires de la négritude. C'est ce que le roman contemporain révèle, qui va reprendre à son compte pour les fusionner les postulats de la négritude et ceux de la colonisation assimilatrice. Si elle est parfois combattue dans les idéologies politiques de la voie africaine du développement et autres retours à l'authenticité, elle n'imprègne pas moins la vie culturelle, religieuse et sociale des communautés dans une forme que Lydie Moody-Leno, 2006, appelle la parade postcoloniale ou le chaos culturel de la mondialisation dont parle Michel Beniamino, 2008. Après les romans de la violence anticoloniale, les artistes et écrivains s'interrogent sur l'identité africaine et l'envisagent comme une transculture qui se définit d'une part, comme un lieu d'écriture en ce sens que l'écriture littéraire fonctionne comme une transformation d'éléments, de matrices et de répertoires culturels variés dont le produit ne peut être qu'un amalgame de transactions multiples puisées dans le vaste vivier des productions symboliques du monde. Comme lieu d'écriture, la transculture est aussi une position analytique. Elle accorde la primauté plus à la transformation des éléments de la rencontre qu'à la définition des identités fixes, qu'elles soient d'ordre générique, artistique ou autre. La création artistique, littérature, art, musique, peinture, dessin, etc., exige en effet dans sa réalisation une mobilité d'esprit que les répertoires exclusivement nationaux ou ethniquement constitués ne sauraient satisfaire. De plus, la vie culturelle contemporaine, caractérisée par plusieurs modes et moyens de communication mettant en contact diverses formes d'expression, ne saurait se limiter aux identités artistiques figées dans un seul espace culturel. Elle est mouvement de transformation en boucle en continuel mouvement des fragments de textes venant de répertoires variés, qui laissent les œuvres éclore dans le croisement thématique ou générique. La critique transculturelle des textes articule les notions de socialité, comme procès axiologique, lieu d'énonciation sur les valeurs, religieuses, politiques, économiques ou sociales, et d'écriture, comme procès esthétique, lieu d'énonciation sur la création, la littérature, les genres, les arts, etc. Tout texte évoque le monde, les valeurs, discours idéologiques, mais il évoque aussi la littérature ou l'art en général. Choix du genre, référence à la littérature et autres dispositifs intertextuels, etc. À travers Le Roi de Kael, Monenembo relie la colonisation de l'Afrique en tant que récit fondateur en ce sens que le continent se pense aujourd'hui comme demain, sans doute, à partir de cet événement. Il s'emploie à interroger ce qu'écrire un roman sur la colonisation veut dire en Afrique contemporaine. Le Roi de Kael, ou l'africanisation de l'archive coloniale. Ce roman, qui reprend les thèmes généraux et les thèses principales du roman colonial, Seyan 2006, évocation de la conquête coloniale comme œuvre de civilisation, et ceux du roman de la négritude, le royaume du Fouta est décrit dans ses grandeurs, inscrit cependant dans le courant contemporain caractérisé par une mémoire transculturelle. Celle-ci transcende la logique manichéenne de la négritude et celle de la colonisation, pour inscrire un espace imaginaire où les deux époques font partie dorénavant du patrimoine culturel africain au même plan sans exclusive. Car si le récit historique, la conquête du Fouta Djallon, semble commander le développement de l'intrigue, cette relation ne prend sens qu'en rapport avec les autres éléments du roman et à la fin, il se révèle être un faire-valoir d'une poétique romanesque caractérisée par l'ambivalence axiologique et générique s'ouvrant sur une réflexion politique dans le sens de la vie commune dans la cité. Roman historique ? Relation biographique ? Récit de voyage ? Le Roi de Kael renferme tous ces genres sans qu'il soit réduit à un seul en particulier. Récit de voyage à travers les genres littéraires et les peuples d'Afrique et d'Europe. Le Roi de Kael navigue entre la quête esthétique d'un roman réussi et l'axe axiologique de la critique sociale. Aussi le narrateur utilise-t-il la métaphore peule du caméléon à la fois pour se moquer de l'ethnocentrisme des rois peuls et de la colonisation civilisatrice à travers le personnage bouffon et prétentieux de Sanderval. Il use également au début du roman de la figure de la ruse et de l'indéterminé à la manière du roi Peul de Kankabale. Et nous sommes Peul, parents, notre éthique, le poulakou, nous commande de nous conduire comme le caméléon. Le roi, page 14. Vers la fin du roman, Sanderval, le français à l'esprit carré d'ingénieur, a adopté la posture d'un prince Peul, complexe, fier et politique.
Quand il pleut, tu es blanc, quand il fait sec, tu es noir, et quand il vente, tu n'es plus personne. Je connais ce genre d'animal, cela s'appelle le caméléon, Le Roi, page 306. Ce qui fait dire au griot de la cour de l'Alma Missouri, tu n'es plus un blanc comme un autre. Tu es devenu un des nôtres, un frère de l'Alma-Mi, un ami de tout le Fouta, Le Roi, page 133. Sandoval semble dans un sens être un colon différent des autres. Autant les autres colons veulent gagner le territoire et les richesses au nom de la France, la nation, autant Sandoval veut devenir un roi Peul et réaliser son rêve d'enfance. Une opposition se met alors en place. Un projet individuel de réalisation de ses propres exploits contre une entreprise politique de la grandeur de la nation, idée centrale de l'idéologie coloniale. Cette métaphore structurante du caméléon permet de circonscrire divers phénomènes qui relèvent autant du domaine esthétique, genre littéraire, intertextualité, transculturalité, que de l'aspect axiologique, thème, valeurs, motifs et vision du monde. Le roi de Caël s'inspire et s'appuie sur la vie d'Aimé Olivier de Sandoval. Ce personnage est une figure très ambivalente dans le récit colonial. Il oscille entre le statut d'explorateur ou celui de chantre et pionnier de la colonisation de l'actuelle Guinée dans la deuxième moitié du XIXe siècle, comme le narrateur le rapporte. Explorateur, je m'en voudrais. Le temps des explorations est passé, mon pauvre Jules. Voici venu celui de la colonisation. Le Roi, page 155. Une telle ambivalence du récit se remarque également sur le type de genre adopté. Est un roman ou une biographie d'un aventurier européen en Afrique au XIXe siècle selon le modèle de ces récits? Le paratexte du roman semble être un lieu fort révélateur d'une telle indécidabilité générique du roman et de son personnage central. Si le roi de Caël est en effet étiqueté roman, une mise en garde suit immédiatement. Ceci n'est pas une biographie mais un roman librement inspiré de la vie d'Olivier de Sandoval, Le Roi, page 6. Mais l'épigraphe, constituée par une citation non pas du personnage mais de la personne d'Olivier de Sandoval, le créateur les a fait noirs pour que les coups ne se voient pas, moins vient brouiller les pistes. Malgré les précautions éditoriales pour prévenir le lecteur qu'il s'agit d'une fiction, la citation permet de rappeler l'existence du récit de Sandoval, du moins en grande partie, dans une réalité extratextuelle du séjour de l'aventurier français au Fouta lors des expéditions coloniales. Par ailleurs, cette biographie romancée ressemble en effet à un roman historique, car les carnets d'Olivier de Sandoval sur l'aventure et la vie de l'auteur éponyme sont non seulement mêlés à la fiction, mais y jouent également un rôle vital dans le développement du récit. Dans cette confrontation autour de la diade histoire-fiction, la question de l'histoire occupe une place centrale. Le narrateur n'affirme-t-il pas que c'est l'histoire qui les avait entraînés? Le Roi, page 269. Le récit s'ouvre sur la scène racontant le départ du héros en Afrique. Aimé Olivier aimait les voyages, mais juste pour le plaisir de l'arrivée. Le Roi, page 17. Le voyage se présente comme le double compte-rendu d'une quête, devenir roi en Afrique, et d'une enquête, découvrir le Fouta Djallon, toutes deux fondées sur l'accumulation de connaissances sur le continent africain. En témoignent les nombreuses allusions au carnet de Sandoval, sorte de palimpseste dans Le Roi de Caël. À la fois mémoire et commentaire, l'usage du journal de voyage articule dans le roman la tension entre l'oral et l'écrit, la tradition africaine de l'échange par la parole et la modernité européenne de l'écrit, au point que l'écrit donne l'avantage à Sandoval à manœuvrer dans les labyrinthes Peul mieux que ses opposants coloniaux, anglais et français, pourtant dotés de moyens plus importants. Sandoval a écrit de nombreuses lettres des confins du Fouta Djallon pour défendre ses intérêts et se renseigner sur les manœuvres de ses opposants. Il compte sur les traités signés avec les rois Peul pour évincer la France de la colonisation du Fouta Djallon. Les rois Peul reconnaissent également la valeur de l'écrit puisque lors de la réunion des grands du Fouta Djallon, la foule demande si le blanc a une lettre de son oncle, le roi de France, Le Roi, page 56. On aura compris que la convocation de ces pratiques coloniales de traités inégaux, que les vainqueurs occidentaux faisaient signer aux rois africains ignorants et vaincus a de quoi faire sourire. Comment le dire sans tomber dans le commentaire historiciste, sinon par une fiction polyphonique seule capable de le dire pour le lecteur contemporain devenu récepteur de cette démolition amusée de l'histoire officielle. Le roman instaure un dialogue avec les différents discours de l'époque d'Olivier de Sandoval,
discours colonialiste, positiviste, romantique, système de discours qui matérialise les différentes configurations de pensée ayant cours au XIXe siècle, comme le rappelle Michel Foucault 2008. Le simple fait qu'Olivier de Sandoval soit convaincu que le développement de l'Afrique passera par l'industrie, et en particulier par le chemin de fer, fait fortement écho à la pensée positiviste de Saint-Simon et d'Auguste Comte, qui voyaient en l'avancée de l'histoire une marche vers le progrès. Il évoque également le discours romantique par la sensibilité d'Aimé Olivier de Sandoval, dont la vision de l'Afrique procède de fantasmes occidentaux sur l'ailleurs. Une Afrique inventée à travers des siècles de clichés, et usant ici de la comparaison de l'image érotique de la conquête féminine. L'Afrique, il avait envie de la longer lentement d'abord, à la manière dont on tâte la croupe d'une belle femme avant de la pénétrer. Le Roi, page 29. En pénétrant en terre de Kaël, Sandoval sent le troublant miracle d'une femme quittant ses pagnes. Le Roi, page 84. Une telle esthétisation de l'Afrique plonge dans la généalogie des textes, récits et images que l'Europe a construits depuis la nuit des temps et qui constituent la bibliothèque des adultes et des enfants européens. Petit, l'Afrique lui apparaissait comme un monumental opéra baroque. Des personnages difformes, des scènes extravagantes, une orgie de bruit et de couleurs, une musique jamais entendue, un spectacle démesuré, à désintégrer l'esprit, à brûler les sens. Tout n'y serait que féerie, ivresse, exotique délectation. Le Roi, page 235. Ce fantasme de l'Afrique par Sandoval emprunte également de nombreux éléments au discours dominant, comme celui du romantisme. Ainsi, pour monter le moral de son fils empoisonné, le narrateur fait référence au lyrisme du courage héroïque en convoquant les écrivains de cette école poétique. Vivez, Georges, quoi qu'il vous en coûte. Pensez à l'absolu. Pensez au loup de Vigny. Le Roi, page 276. De plus se décèlent les traces du discours romantique dans les convictions d'Olivier de Sandoval, qui oppose le génie des individus à la puissance des nations, ou du moins le présente comme primordial. Une telle traversée des genres et des statuts entre fiction et réalité transforme un discours au premier degré en un roman au second niveau, par de retouches formelles et sémantiques sur un récit et une histoire déjà existant sur l'amitié entre Africains et Français au temps de la colonie. Une telle démarche rappelle le propos de Mireille Bakhtin pour qui, là peuvent se rencontrer par hasard des gens normalement séparés par une hiérarchie sociale ou par l'espace, et peuvent naître toutes sortes de contrastes, se heurter ou s'en mêler diverses destinées. Car non seulement le roman traverse pour les confronter les frontières entre réalité et fiction, et entre différents discours et cultures, mais il phagocyte également les codes de différents sous-genres romanesques. Comment le roman intègre-t-il ces divers genres et discours d'époque ? Intégration du temps des explorateurs. En dépit d'un incipit in media res, qui, dans la mesure où le récit est amorcé par la conversation d'un couple, fait plutôt sens du côté de la fiction et de ses topoi, le roman, par plusieurs de ses aspects, flirte avec les codes du récit biographique. Le Roi, page 15. Le désir de Sandoval de l'Afrique date de son enfance. Il est raconté avec une chronologie précise. Vers ses 7 ans, son précepteur prit la place du pittoresque ancêtre, le moment de passer de la parole à l'acte. Le petit Aimé revêtait son casque et ses bottes. Il était le brave ethnologue que la Société de géographie avait envoyé découvrir la Zaratoussanie, ce pays de la jungle encore inconnu des cartographes. À 8 ans, il ne se contenterait plus de devenir explorateur, il serait le souverain des sauvages. Le Roi, page 19 à 20. Dans une perspective similaire, le récit ne se contente pas de relater la vie de ce personnage, mais remonte jusqu'à ses origines généalogiques. Côté Olivier comme côté Perret, le petit Aimé provenait d'une longue lignée d'ingénieurs. Son père passait pour un savant. Son oncle Théodore fut l'un des fondateurs de l'École centrale des arts et manufactures de Paris, dont il fut lui-même un brillant étudiant. L'acide sulfurique industriel, le monde le doit à son grand-père maternel. Et lui, il devait tout à la chimie et d'abord sa naissance. Le Roi, page 44 à 46. Si en apparence, le récit adopte le registre biographique de la vérité, le discours introduit le doute. C'est une biographie travestie, bouffonne, comme en témoigne la forte modalisation introduite par l'expression passer pour, au lieu d'une affirmation comme aurait pu l'être le verbe était. Le Roi de Kaël procède également du roman historique.
né, comme lui, en plein XIXe siècle, on ne pouvait que devenir poète, savant ou explorateur. Le Roi, pages 17 à 18. Le narrateur explicite sur la même lancée ses rapports entre le roman et les lieux communs discursifs sur le XIXe siècle, siècle dominé par la morale bourgeoise de la conquête et de la réussite individuelle qui est sous-tendue par l'idée de progrès, ordem et progresso. Son éducation, son tempérament, tout le préparait à vibrer aux passions de son siècle, les idées, les sciences, les grands voyages. Il avait été pétri avec un mental de pionnier, dans un siècle de pionniers. Le Roi, page 47. En répétant les poncifs d'une époque, pionnier, son éducation, son tempérament, tout, en lien avec le personnage de Sandoval, le narrateur insiste sur le fait que ce personnage n'a pas d'identité propre. C'est un type représentant une génération de la bourgeoisie française au XIXe siècle. Une énonciation ironique démolit ainsi les prétentions d'un personnage dont l'identité n'est décrite que par le ressassement de clichés et lieux communs. Ce sont des propos nuls pour un personnage sans valeur, et dont les projets d'héroïsme ne sont que fanfaronnades. En témoigne la description de Conakry faite par le narrateur, où arrive Sandoval après son échec au Fouta, et qui évoque les formes stéréotypées du roman colonial. Conakry, où le morne train-train des petits mondes clos. Chacun dénigrait chacun et couchait avec la femme de l'autre. On était aux colonies, on ne s'aimait pas beaucoup, mais il fallait se serrer les coudes pour survivre aux hostilités du dehors, les nègres et la jungle, la vermine et l'ennui. Les Sandoval se coulèrent dans cette vie provinciale transportée sous les tropiques, toute de sournoiserie et de promiscuité. Le Roi, page 314. La démarche explicative et didactique, caractéristique du roman historique, cède le pas à une énonciation de nature anthropologique sur les communautés européennes en colonies africaines. Sur le plan énonciatif, un renversement se met également en place. Le héros qui se voit roi en Afrique se trouve à la fin dans un monde clos de la colonie où la vermine et l'ennui sont le lot des colons. La focalisation change également. La description de l'Afrique, qui passe le plus souvent par le point de vue de Sandoval, cède le pas à une focalisation externe usant des énoncés des discours dominants du XIXe siècle. Ici, on est en face du discours de l'opinion à travers le point de vue de ce narrateur extradiégétique. La parole n'a pas de destinateur ni de destinataire précis. Ce discours, qui apparaît comme celui de tous, est aussi une parole de personne. Par ce biais, le narrateur du Roi de Caël retourne simplement les lieux communs du roman colonial contre ce genre lui-même en usant de la rhétorique du renversement comme moyen de faire la critique indirecte de l'idéologie coloniale. Celle-ci présente des colons et des missionnaires se sacrifiant pour civiliser les sauvages alors qu'ils vivent en colonies mornes où les individus se déchirent entre eux comme les bêtes dans un panier de crabes. Cependant, à la différence des romans coloniaux, qui sont écrits et pensés au premier degré, l'énonciation romanesque du roman de Tierno Monenembo met à distance les paroles et pensées du discours colonial par la parodie. À travers le personnage de Sandoval, qui reprend le cliché de la rencontre des peuples par l'image du blanc peul, et qui se met en scène dans ses propres fantasmes comme un héros épique alors que les termes choisis tendent plutôt à le rapprocher de la comédie pathétique. Il marchait avec la même allégresse que s'il se trouvait sur les volcans d'Auvergne ou sur les hauts plateaux du Jura. Il écrivait des bouts de poèmes, et poussait parfois la chansonnette. Le Roi, page 190. Car malgré une narration extérieure qui semble neutre, le discours rappelle ici la présence d'un narrateur-juge, comme le montre l'expression lexicalisée et infantilisante par la présence du suffixe -ette, pousser la chansonnette. Le héros est jugé au mieux comme un enfant, au pire comme un clown, bien loin du héros qu'il prétend être. Tout se passe en somme, comme si le narrateur déconstruisait la conception romantique du discours colonial et de Sandoval, conception selon laquelle la parole est la manifestation du discours qui l'informe. Conclusion. Dans Le Roi de Caël, Monenembo cherche moins à écrire un roman historique dans la tradition du genre qu'à interroger le discours comme tel, et à se demander comment on peut parler de l'époque coloniale dans l'Afrique contemporaine et de sa place dans l'héritage à transmettre aux communautés contemporaines. À ce sujet, une évolution diégétique est remarquable dans le roman. On assiste à un renversement des valeurs du début vers la fin. À la fin, la médiocrité est moins celle des protagonistes, les princes Peul et Sandoval qui croient échapper à la machine coloniale par de simples traités entre individus,
que de la médiocre société coloniale. Olivier Sandoval, le colon qui voulait conquérir seul un royaume en Afrique et civiliser les sauvages, accepte dorénavant les Peuls comme ses compatriotes. Il a dépassé la dualité foncière de l'idéologie coloniale hiérarchisant les races entre noirs et blancs, pour accepter l'humanité de tout être humain. Il est devenu africain, Peul sans cesser d'être français. Il déclare à Beckman être Peul comme eux, et n'avoir aucune raison de les craindre, Le Roi, page 263. Il s'exclame alors, « Eh non ma pauvre Afrique, tu n'es plus une étrangère. » Le Roi, page 148. La fin du roman concilie ainsi les altérités absolues de départ noir-blanc ou français Peul. L'autre absolu, l'altérité radicale est donc d'abord cette autre conception de la colonisation, celle des administrateurs, à l'instar de Bailleul, archétype du tenant d'une conquête totale ayant l'annexion pour principe, vous voyez ? Le Fouta-Djallon est devenu protectorat français, Aimé Olivier. Vos traités ne valent plus rien. Le Roi, page 181. Olivier Sandoval se trouve dans une situation pour le moins paradoxale sinon contradictoire. La colonisation, qui est une action collective, se conçoit dans un cadre individuel qui ne saurait se concevoir que dans une perspective fabulatrice où l'imaginaire littéraire a plus d'importance que l'action de domination du Fouta-Djallon. Sandoval est un rêveur, un écrivain, un utopiste. Il croit que la rencontre entre les peuples sans domination est possible. Selon un phénomène similaire, si au début du roman il évoque Musset et Jules César, la mythologie grecque, des piliers fondamentaux de la culture occidentale, au fur et à mesure que progresse le récit, il se réfère de plus en plus à la culture Peul à travers ses proverbes. Il déclare par exemple à propos de Bailleul que « c'est lui-là, il fallait l'exterminer dès maintenant. Le monstre, on le crève avant qu'il ne gagne des griffes. » Cela, il n'avait pas besoin des sempiternels proverbes de Timbaud pour s'en convaincre. Le Roi, page 184. En imitant de manière burlesque les prétentions du roman historique à expliquer le monde et celles du roman colonial, l'énonciation dans Le Roi de Caël s'apparente ainsi à une parodie. La parodie de l'idéalisme civilisateur sous-tend quant à elle une vision ironique, grotesque, de la réalité de la colonisation. Le discours civilisateur de la colonisation est en effet tourné en dérision, dans la mesure où il apparaît comme un simple prétexte à toutes les spoliations et ingérences illégitimes. Conakry arborait le drapeau français, vivait sous la loi française, ces nègres commençaient à goûter au fromage et à dire merde, Le Roi, page 259. Ici tout le prétendu progrès que la colonisation est supposée apporter se réduit à des réalités aussi triviales et vulgaires que goûter du fromage et dire merde. Le roman tente à montrer la colonisation comme une vulgaire mascarade, une mise en scène, un déguisement. Plus rien ne me retient ici, ma vie est là-bas dorénavant. Il mit sa fille en pension et déguisa Georges en colon. Le Roi, page 255. Une telle approche d'écriture est nouvelle en ce sens qu'elle reconfigure le passé colonial sous un autre angle. Sandoval et son lyrisme colonial sont des figures moins connues de l'aventure coloniale, telle qu'elle est enseignée et transmise par l'école, mais qui apporte dorénavant au monde quelque chose qui n'y était pas auparavant. Le lecteur contemporain peut intégrer ces autres images de la colonie dans sa vaste bibliothèque et dans sa propre culture, au-delà des oppositions binaires noir-blanc. Car Sandoval est le personnage de l'épopée qui sonne faux, et d'un héros qu'on ne saurait prendre au sérieux tellement il est grotesque et risible. Une telle posture parodique requiert la complicité du lecteur pour se réaliser. Elle enrichit l'imaginaire culturel du lecteur africain et français sur ce temps qui n'est plus, mais qui continue de hanter les mémoires. Le Roi de Caël se lit ainsi comme une œuvre transculturelle dans la mesure où l'énonciation procède d'une réflexion sur un passé commun aux cultures en négociation pour un espace commun. La Peul et la française. Car il existe un double public pour le roman africain publié à Paris. Le lecteur francophone de par le monde et le lecteur africain, et cela implique une pluralité d'essences possibles. Le personnage fonctionne comme un relais transculturel, car en développant une identité flottante, le roman s'inscrit lui-même sur le mode de la transculture en tant que lieu traversant et transcendant toutes les cultures et faisant procéder la création esthétique d'une quête ou d'un mouvement vers la face cachée des choses, vers une transréalité proche du sacré, vers ce qui relie les différents niveaux de réalité à travers et au-delà d'une culture. Se lisent en filigrane les prolégomènes de cette nouvelle modernité transculturelle,
se présentant comme une fusion des fragments des répertoires traditionnels, dans un syncrétisme mondial, en l'occurrence dans les rapports respectueux entre le colon français et les rois peuls. De ce contexte procède un imaginaire collectif transculturel du lecteur contemporain. Le roi de Caël est donc une réponse artistique, romanesque et littéraire aux problèmes posés dans l'ethnomodernité de la négritude, en tant que reprise du dualisme de la colonisation assimilatrice. Ces deux types de modernité ayant eu cours en Afrique procèdent du principe du tiers exclu, ou milieu exclu, selon lequel dans le domaine de l'identité il y a être ou non-être, pas de demi-être. Longtemps la critique africaine procédait de cette logique axée sur la binarité. Celle-ci tente à réduire la complexité du réel en ramenant la différence dans l'orbite du 1 ou du 2, faisant ainsi triompher une identité ou une altérité de façon unilatérale. À travers certains de ses romans, Monet Nembo considère que le temps était venu de poser la question de savoir comment penser la complexité, à la manière entre autres, de Stéphane Lupasco, 1987. L'énonciation romanesque dans Le Roi de Caël insiste sur cette complexité de l'identité faisant de Sandoval français et Peul grâce au principe du tiers inclus, permettant de relier des identités qui devraient apparemment s'exclure ou être antagonistes. Par exemple considérer le blanc et le noir, non pas comme des identités réifiées et dissociées par une coupure irréductible, mais comme des valeurs relatives l'une à l'autre sur une échelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.